Bonsoir chez vous, fidèles téléspectateurs aimables de cette chaîne d'information. Vous nous prenez en direct de Kinshasa. Vous êtes les bienvenus dans l'invité, votre émission de décryptage. Ici, nous décryptons, comme je l'ai dit tantôt, tous les enjeux de l'ère, mais aussi c'est ce qui concerne au-delà de nos frontières. Nous traitons avec des Congolais, mais aussi les Congolais de tous bords, donc l'opposition, majorité, pouvoir, autrement dit, mais aussi société civile. Donc nous sommes une église au milieu du village, ici au Peuple d'abord télévision. Mais aussi nous allons traiter quelques thématiques qui sont en ébullition ou qui suscitent la curiosité de notre société congolaise, de la population congolaise. Alors cette curiosité qui demeure jusque-là n'est pas trouvé une bonne réponse. Donc on est là pour l'aider à ce que des bonnes réponses, des bonnes compréhensions soient faites à ces sujets. Alors nous allons parler de cette problématique qui a coulé beaucoup d'encre et de salive ici à Kinshasa, les problèmes de kidnapping ici dans la capitale congolaise, où la sécurité des Quinoises et Quinoises intéresse de plus haut point niveau, donc les peuples congolais en général. Mais aussi nous parlerons du social congolais. Alors, dans cette thématique, nous ne manquerons pas à glisser un petit mot avec l'invité à ce qui concerne l'économie de la République démocratique du Congo. Après cette thématique, nous allons parler des élections. Comme vous le savez, les caps est fixé aux élections de 2023. Alors, il faut que les Congolais aillent aux élections transparentes, libres et apaisées. Mais nous allons poser toutes ces questions aux politiques, à la société civile, aux Congolais. Qu'est-ce qu'ils veulent de ces élections? Alors nous parlerons également de l'Office national d'identification de la population. Comme vous le savez, le 30 juin dernier, le président Tshisekedi a été identifié, donc il avait bénéficié de sa toute première carte d'identité depuis 1984, une carte qui était bien sûr délivrée par le ministère de l'Intérieur qui en est la tutelle. Alors nous allons revenir pour savoir est-ce qu'il y a une manière de, je dirais, synergie, il y a cette manière de collaboration entre la CENI et l'ONIP. Comment vont-elles, je parle de la CENI et l'ONIP, se départager pour offrir les élections? Est-ce que ça va créer une débâcle sur les élections tant attendues? Alors, toutes ces tentatives de questions obtiendront leurs réponses tout au long de cette émission avec notre invité à qui nous disons bonjour et bienvenue, Monsieur André Tshipamba Ndjibou. Bonjour, messieurs les journalistes, et merci une fois de plus pour m'avoir invité dans votre plateau. Merci beaucoup. Je rappelle que vous n'êtes pas à votre première participation, alors vous pouvez encore vous rappeler, comme vous le faites d'habitude, votre présentation profonde pour que les téléspectateurs sachent quelque chose sur vous. Je suis monsieur André Tshipamba Ndjibou, cadre au sein de la force défensive de l'UDPS, qui est une structure au sein de l'UDPS, et je suis aussi membre dans le regroupement politique Alliance des élites pour au service du peuple congolais, donc ASP et A. Très bien. Alors, je ne suis pas seul sur ces plateaux, je suis accompagné, comme nous le disons souvent. Le journalisme est un métier d'équipe, alors nous travaillons en toute collégialité. Je vais saluer Amour Bilolo et lui souhaiter bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup Roger, merci en tout cas. Merci beaucoup Amour Bilolo de votre disponibilité. Alors, nous abordons la toute première thématique qui est comme une parenthèse, nous n'allons pas beaucoup traîner quant à ça. Alors, monsieur André, en tant que politique quinois, vivant ici à Kinshasa, vous êtes aussi préoccupé au plus haut niveau de cette problématique d'insécurité, je peux le dire comme ça. La sécurité des Congolais, les Quinois en ont besoin. Mais il y a eu des arrestations par la police et nos services de sécurité de la RDC. Quelle a été votre impression de voir ces malfaiteurs arrêtés et présentés au grand public? Comment est-ce que vous avez acquis cette nouvelle? Premièrement, je dirais que ça fait vraiment très mal
puisque là, il s'agit de jeunes. Et on peut, en voyant ce grand nombre de jeunes qui ont été présentés au commissariat provincial de la police, on se pose la question, quel est le vrai mobile caché derrière tout ce qu'ils commettaient comme forfait là? Ce sont de jeunes, on sait que pour gagner la vie, il faut travailler durement. Donc ce n'est pas dans la loisiveté, ce n'est pas d'une façon aussi si facile qu'on peut se retrouver avec de billets verts. Parce que la plupart d'entre eux, la plupart de jeunes, ce sont eux qu'on voyait tantôt dans de réseaux sociaux comme de TikTok, je ne sais pas, de Snapchat, tout ce que les jeunes d'aujourd'hui utilisent comme des influenceurs. Et là, ils mettent des photos, ils disent que voilà, on mène une bonne vie, ainsi de suite. Donc, ça fait très mal de voir déjà la jeunesse qui est censée être vraiment l'avenir d'un pays, d'une nation, c'est la jeunesse. Mais ça a donné dans de pratiques avilissantes. Et là, ça fait très mal. Donc, on doit connaître le mobile, la motivation réelle qui pousse ces jeunes à s'adonner dans de telles pratiques. Et s'il y a de tireurs de ficelles, on doit remonter la chaîne pour les sanctionner. Mais néanmoins, pour le forfait qu'ils auraient déjà commis, jusque-là, après qu'ils soient entendus par la justice, on doit vraiment les sanctionner parce qu'ils ont commis beaucoup de dégâts. Alors, comment est-ce que vous avez salué le travail abattu par la police nationale congolaise? Donc, je parle de tous les services de sécurité, après avoir mis la main sur ces kidnappeurs, sur ces troubleurs de l'ordre public qui ont bougé la chronique au sein de la population, la paralysie, mais aussi la psychose. Jusque-là, c'est bien. Vous savez, le problème, ce n'est pas de présenter qu'on a arrêté autant de jeunes, ainsi de suite. Non, ça c'est pas le problème. Le problème est de trouver de solutions. Et des solutions, quand je dis des solutions idoines, des solutions adéquates face à ce phénomène-là. Parce que parmi eux, il y a ceux qui ont déjà été arrêtés autrefois, mais on les a relaxés. Moyennant, je ne sais pas, il y a un qui confirme qu'il aurait remis à un magistrat une somme de 700 $, après on va le relaxer. Et ça fait mal. Lorsque vous voyez quelqu'un qui commet de forfaits, on le juge par la suite, on le condamne et par la suite, la personne va payer, je ne sais pas, une quelconque somme d'argent et on la relaxe, elle va revenir encore sur le même forfait. Là, on n'a rien fait. On n'a rien fait. On repart dans la case de départ. Donc, il faudrait non seulement qu'on puisse nous présenter, voilà, on a arrêté les jeunes kidnappeurs, mais qu'ils soient aussi jugés, qu'ils soient aussi condamnés. Comme ça va servir d'exemple aux autres. Ça va apprendre aux autres jeunes que non, ce n'est pas de cette façon aussi qu'on peut gagner sa vie, gagner son pain. Il faut travailler durement pour gagner sa vie. Ce n'est pas dans des pratiques avilissantes. Très bien. Amon Bilé. Très bien. Monsieur André Tsipamba, j'espère très bien que cela vous a fait mal, puisque d'abord vous êtes trop jeune, comme vous venez de le dire tantôt, que ça fait mal parce que d'abord ce sont les jeunes qui les font. Ma question est celle-ci. Quelle est votre lecture par rapport aux réactions péjoratives qui se suscitent dans la population face à ces fléaux qui frappent la ville province de Kinshasa, des phénomènes kidnapping et consorts, parce qu'il y a ceux qui disent tout simplement que ce jeune travaille en synergie avec quelques autorités, je peux dire comme ça, de la police et consorts. Comment d'abord avez-vous géré cela, J'ai très mal digéré cela. J'ai très mal digéré cela parce que même quand j'étais étudiant, mon père me disait toujours que c'est le travail qui anoblit l'homme. Très bien. Mais pas n'importe quel travail. Il s'agit du travail de votre sueur, du bon travail. En sociologie, on parle du processus de déviance. Il y a Karl Marx qui parle de ça. Il y a le déviant positif et le déviant négatif. Et les déviants positifs, ce sont ceux qui suivent la bonne conduite, des bonnes mœurs. Des déviants négatifs, nous avions de groupes comme de mafios et tout ce monde-là de kidnappeurs. Et quand on voit deux jeunes qui sont censés être l'espoir, l'avenir de tout un peuple, d'une nation, s'adonner à de telles pratiques, ça fait très mal. Ça fait très mal parce que
Là, il y a même, on a parlé même de la pratique de greffage de reins, parce que quand on enlève de rein, on ôte de rein comme ça, ce n'est pas du tout que vous allez enlever le rein dans le corps d'un monsieur X pour aller placer ça dans le corps de monsieur Y. Alors, après cela, il faudrait encore voir ce qu'on appelle le test de compatibilité. Est-ce que c'est un donneur? Est-ce qu'il a de bons reins? Est-ce que le greffage peut être fait? Mais à quoi bon de tuer une personne pour aller donner le rein à une autre personne? Mais pourquoi même arriver à ce pratique-là? Ou qui sont derrière, qui sont le vrai tireur de ficelle, comme vous venez de le dire là, qui sont derrière ces jeux-là? Si ce sont de politiciens, si ce sont des amis de l'opposition ou que sais-je encore, on doit remonter la file pour sanctionner le vrai instigateur. Est-ce que la procédure qui a été prise pour entendre ces jeunes malfrats, est-ce que la procédure a été tout à fait normale? Parce que paraît-il qu'il y aurait des policiers qui se sont mis bien sûr dans cette affaire de kidnapping et consorts. Nous avons des images et consorts. Est-ce que, croyez-vous que notre police a pu mener des enquêtes comme il se doit pour retrouver les mandataires? Jusque-là, les enquêtes, puisqu'on est en train de les attendre, de les entendre, jusque-là, les enquêtes sont en cours. On est en train de cheminer. On va voir, lorsqu'on va arriver à la fin du processus, on verra c'est à quoi ça va aboutir. Il y a même de militaires qui se sont retrouvés dans cette histoire-là, ce qui est déplorable. Mais nous attendons la fin du déroulement du procès. C'est en cours. On est en train d'acheminer lentement mais sûrement. On va voir c'est à quoi cela va aboutir. Vous avez suivi le chef de l'État qui a dit que la justice de notre pays détruit l'image de notre nation, bien sûr, du fait que ce que la justice est en train de promouvoir comme travail, ce n'est pas ce que le chef de l'État attendait, convenablement. C'est ainsi qu'il a détruit. La justice ne fait pas le travail comme il se doit. Si vous voyez très bien, M. Isaac, dénommé Kaba Kaba et consort, oui. Il a été alpagué il y a trop longtemps et déféré du côté Kanyama-Kasese. Mais après un certain moment, on le retrouve encore devant la justice en train de faire ce qu'ils ont fait là-bas. Est-ce que vous créditez notre justice ou on peut toutefois nous rendre tous dans la file du chef de l'État disant que la justice n'arrive pas à répondre aux attentes du chef de l'État? Nous avons tous suivi le chef de l'État, le commandant suprême, le magistrat suprême. Il a émis ce que vous avez dit là. Lui, avec le président de la République, il ne voulait pas faire comme dans le régime passé, s'immiscer dans la justice. Il a bien voulu que la justice soit vraiment indépendante. Mais hélas, le constat était très amer et très décevant d'ailleurs, dans le sens que il a bien voulu que le magistrat, les juges, fassent son travail tel qu'il a appris à l'école. Qu'il le fasse vraiment en toute liberté, en toute sérénité, en tout état d'esprit libre. Mais à avoir... Parce que c'est la justice, comme on le dit, c'est la justice qui élève une nation. Mais il faudrait que la loi soit dite. Quand je dis qu'il faut que la loi soit dite, c'est-à-dire aujourd'hui je peux avoir un procès contre un homme qui est plus riche que moi, je suis pauvre, je le défère devant la justice. Si la loi est dite, alors on va me donner raison si j'ai raison. Si la loi est dite, on va le condamner, cet homme-là, quel que soit le degré de sa fortune. Mais malheureusement, ce n'est pas le constat que le président de la République a fait. Et ça doit interpeller les magistrats, parce que c'est une honte. Quand le magistrat suprême constate que vous ne faites pas très bien votre travail, vous devrez avoir la queue entre les pattes. C'est une honte. Moi, à leur place, je me cacherai. C'est une honte, parce que vous, au lieu d'embellir, de redorer l'image de la justice, vous l'avez ternie. Ça, c'est une honte et ça fait très mal. Nous osons croire que cette interpellation du chef de l'État va les réveiller, va le pousser,
ces juges-là, qui ne faisaient pas très bien leur travail, de revenir sur le rail, de faire exactement leur travail comme cela devrait se faire. Et parlant de... Vous avez encore ajouté en disant quoi à la fin? Non, de savoir si réellement que la justice répond aux attentes du chef de l'État. Parce que normalement, le chef de l'État tient mort de plus. Il a déjà fait le constat, mais bien sûr, une très bonne justice qui fait. On dirait qu'il y a des bâtons qu'on est en train de jeter, plutôt le pot de banane, dans le pied du chef de l'État pour qu'il ne puisse pas travailler très bien. Alors que vous êtes au pouvoir, apparemment, vous chamboulez tout. Il a fait le constat, maire, mais je pense que s'il y a de juges qui se sont trempés dans de pratiques sales de la corruption, alors on doit le virer carrément. On doit remplacer de mauvais pions par de vrais, par de bons. C'est ça ce qui doit être fait. Très bien. Je pense que les commentaires ont fusé de partout quant à ces sujets de kidnapping, mais aussi l'expression du chef de l'État quant à la justice qui a constaté qu'au lieu et place d'élever une nation, mais la justice a bien voulu détruire une nation. Alors, nous réformons cette parenthèse de kidnapping. Alors maintenant, nous entrons dans la peau. Je pense que vous en êtes spécialiste en la matière. Nous allons parler de l'économie aujourd'hui. Une économie qui, même le chef de l'État l'a reconnu, dépendante plutôt, une économie qui n'est pas vraiment à la portée des Congolais. Alors, cette économie, c'est depuis l'indépendance, d'après les constants, d'après les experts. Alors, M. Tshipamba, en tant qu'expert, si vous étiez au poste de prise de décision avec tout ce qu'on a comme inflation sur les marchés, tout ce qu'on a comme taux de dollars, ça change un moment, des fois il y a cette inflation. Qu'est-ce que vous devriez faire et qu'est-ce que vous pouvez proposer en même temps? Alors, je suis même des experts qui recommandent à ce que qu'on fasse la case de départ, donc le répatriement en devise. Comment est-ce que pouvez-vous partager ces points de vue? Bon, moi, étant qu'économiste d'abord et financier, je dirais ceci. Ce n'est pas le recours aux devises étrangères qui nous sauverait. Non. Notre économie connaît un handicap. C'est quoi l'handicap de notre économie? Nous avons le caractère vulnérable, donc la vulnérabilité de notre économie, et le caractère extraverti. Lorsque je parle de la vulnérabilité de notre économie, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que notre économie est crucialement dépendante, donc sa création de richesse est dépendante du secteur minier. Maintenant, non seulement du secteur minier et de la demande extérieure globale. Donc, je vais expliquer ça. Maintenant, lorsqu'on parle du secteur minier et de la demande extérieure globale, nous ne faisons que exporter le mine. Vous voyez ça? Alors, il suffit qu'il y ait un choc économique auprès de pays importateurs. Nous avons comme la France, les États-Unis, nous avons la Chine. Cela aura un impact négatif direct sur notre économie. C'est ce caractère-là qui fait à ce qu'on puisse connaître lorsque ces économies-là bougent, par exemple lorsqu'on a la flambée de prix. C'est parce qu'il y a le caractère extraverti. Donc le caractère extraverti, ça veut dire quoi? Notre économie dépend, en ce qui concerne la consommation de biens de première nécessité, de biens alimentaires et sanitaires, ça dépend de l'extérieur. Or, il suffit qu'il y ait un choc aussi auprès de pays exportateurs, ça joue automatiquement sur la flambée de prix dans notre économie. Vous avez vu lorsqu'il y avait la maladie à coronavirus, comment le prix ont grimpé en flèche. Il y a eu flambée de prix. Donc c'était ça la cause. Et de l'autre côté, lorsqu'on voit aussi ce caractère-là vulnérable, ce qui ne nous permet pas vraiment de mieux avancer. Même si il y a eu le nouveau code minier,
qui a accordé des avantages dans notre économie. C'est pourquoi à un moment donné, on a parlé de profits excédentaires, ainsi de suite. Malgré le deux là, ce sont le deux handicaps majeurs qui font à ce que nous puissions connaître un peu à tout le temps l'économie soit asphyxiée. Qu'est-ce qu'il faut faire? La solution est très simple. Il faut constituer des réserves de change. Ce sont des réserves de change qui aident l'économie à être stable, c'est-à-dire il y aura la stabilisation du taux de change et en même temps la stabilisation de prix sur le marché. Alors, en vous entendre parler, donc il y a nécessité de diversifier l'économie et non la concentrer dans les secteurs miniers. Effectivement, c'est ça. Puisque lorsque vous vous mettez seulement à exporter vos matières premières, je l'ai dit quelque part, que ce ne sont pas les pays qui vendent les matières premières qui se développent, mais c'est plutôt le pays qui transforme leurs matières premières en produits finis qui se développe. Parce que le produit fini comprend ce qu'on appelle la valeur ajoutée, la VA. Lorsque maintenant vous faites l'exportation, vous aurez des entrées en devises. Les entrées en devises là vont vous aider à constituer de réserves. Et comme en économie, toute chose restant égale par ailleurs, lorsque vous avez assez de réserves de change, ça va automatiquement stabiliser ou aider au maintien du taux de change et la stabilisation aussi de prix en même temps. Donc d'où il faut diversifier l'économie. Comment diversifier cela? La création de la classe moyenne, par exemple, l'entrepreneuriat. Nous aurons aussi, en quelque sorte, le cycle ici, les impôts, ça va entrer, ça va renflouer les caisses de l'État. Non seulement ça, on peut aussi voir par la création. Il y avait un projet là de Bukanga-Lonzo. Si cela avait été exécuté, aujourd'hui, on n'aurait plus pu peut-être atteindre l'autosuffisance alimentaire et la production excédentaire. On pouvait exporter cela et avoir des inputs, des entrées de devises. Cela allait vraiment soulager notre économie. Donc, c'est en quelque sorte quelque chose de comme cela. Très bien. Monsieur André, moi j'ai une question. Voilà. J'espère que devenir parfait, devenir grand, c'est marcher dans les pas de grandes personnes, ou bien marcher dans les pas de ceux qui ont fait mieux. Pourquoi ne pas adopter la politique qu'applique la Chine, la Russie et consorts? C'est-à-dire qu'il faut dédollariser nos services, nos institutions et consorts pour arriver à apprécier le franc congolais. Parce qu'aujourd'hui, avec cette inflation du taux de change, je pense que ça arrive maintenant à déprécier le franc congolais. Est-ce que possibilité il y aura de dédollariser d'abord les services ainsi que les institutions en vue d'apprécier le franc congolais? Parce qu'aujourd'hui, la Russie applique dans son marché le rouble, qui est la monnaie nationale de la Russie. La Chine aussi l'avait annoncé depuis 5 ans, je pense. Pourquoi la RDC ne pourra-t-elle pas adopter cette stratégie pour arriver à apprécier le franc congolais? Pourquoi la RDC ne peut pas adopter cette stratégie? Mais c'est simple. Parce que, premièrement, d'abord, nous-mêmes, le Congolais, tel que nous sommes là, même vous-même, tel que vous êtes là, si aujourd'hui je vous posais la question, bon, que je voudrais vous acheter une maison à Gombe, que je vous donne l'argent en dollars ou en francs congolais, vous serez la première à me dire, non, donnez-moi ça, paie 100 dollars. Mais pourquoi vous fouillez le franc congolais? C'est comme un principe qui dit en économie, c'est la mauvaise monnaie chasse la bonne. Jusque-là, d'abord, il n'y a pas de confiance dans notre monnaie. Nous n'avons pas suffisamment de réserves. Même si, comme vous dites là, il faut dédollariser notre économie. Pour dédollariser notre économie, en cette situation de crise ici, on peut recourir à ce qu'on appelle le seigneuriage, la planche à billets. Mais on ne recourt pas au seigneuriage de n'importe quelle manière. Pour recourir au seigneuriage, le seigneuriage, on peut y recourir si, seulement si, on veut investir dans de grands projets d'investissement. On sait que non, en recourant au seigneuriage,
en battant la monnaie, on va investir dans des projets de grande envergure, des projets d'investissement de grande envergure, et à court terme, ça va nous rapporter rapidement de devises qui vont nous aider à stabiliser, à constituer des réserves d'échange et automatiquement stabiliser notre économie. Est-ce que nous avons de tels projets à mettre en œuvre? C'est ça la question. La peur ou la crainte est qu'on risque de dédollariser l'économie nationale, alors on recourt au seigneuriage, on n'investit pas dans de projets qui peuvent booster notre économie et automatiquement on se retrouve dans l'hyperinflation. Là, ce sera une situation catastrophique, plus dure que ce que nous sommes en train de connaître. À savoir, vous en tant qu'économiste, bien sûr, de formation, je ne sais pas, quelle politique monétaire que la RDC peut mettre en place pour arriver à vaincre ces fléaux qui gangrènent notre économie. Parce que si nous voyons très bien, il y a les frais académiques qui sont payés en dollars, il y a les loyers qui sont payés aussi en dollars, il y a les frais des soins médicaux qui sont toujours payés en dollars. Est-ce que si nous arrivons à dédollariser tous ces services, parce qu'en payant ces services en dollars, apparemment, le pays est en train d'engloutir encore ce pauvre peuple qui est d'ailleurs payé en francs congolais. Comment se fait-il que dans des fonctions publiques et consorts, les agents sont payés en francs congolais, mais le prix sur le marché, c'est toujours fixé en dollars? Maintenant, reste à savoir quelle politique monétaire appliquer pour arriver à apprécier le franc congolais. Moi, j'ai toujours conseillé à la diversification de l'économie. Premièrement, d'abord, nous devons affecter un pourcentage conséquent d'abord à l'agriculture et puis deuxièmement à l'entrepreneuriat. Parce que c'est la création de la classe moyenne qui constitue le tremplin au développement. D'abord ça, l'agriculture et l'entrepreneuriat. Et ça va aller de fil en aiguille, petit à petit. On va commencer à dédollariser certains services. On dit par exemple, vous avez des locataires, vous êtes le bailleur, vous avez des locataires. Désormais, ils doivent payer en francs congolais, pas en dollars. Et ça va entrer comme ça dans des services petit à petit. Je sais bien qu'à l'époque, c'était le frais scolaire, ça se payait en francs congolais. Je ne sais pas, cette habitude-là est venue peut-être des écoles catholiques, où on obligeait les gens, lorsque vous allez là-bas, non, moi mon fils doit étudier à l'école catholique parce que là-bas on paye 100 $. Mais dans les autres écoles ici de l'État, on payait en francs congolais. Et petit à petit, même les écoles de l'État ont aussi copié de mauvaises idées, là, de mauvaises pratiques. On a commencé à payer en dollars. Très bien. Je pense que nous allons revenir sur ces sujets de l'économie dans une émission prochaine où nous allons seulement nous installer à ces niveaux-là, puisqu'il y a à boire et à manger sur l'économie de la RDC. Alors, monsieur André, je pense qu'on n'a pas eu à traiter toutes les questions irrélatives, mais nous allons faire course à la montre. On nous fait signe que nous sommes presque à la fin. Abordons le dernier virage de notre émission consacré aux élections. Je pense qu'il y a 5 mois des élections. Les Congolais, leurs yeux, je peux dire comme ça, sont tournés vers les élections de décembre 2023 où ils vont élire leurs futurs dirigeants en commençant par les présidents de la République, les députés nationaux et provinciaux, et ce même processus va continuer jusqu'en 2023. Alors la question que nous vous posons sur ces plateaux est de savoir d'abord l'état d'esprit de votre force défensive et l'état d'esprit de votre état-major politique qui est UDPS, je dirais, puisque la force se trouve au sein de l'UDPS. Merci beaucoup. L'état d'esprit au sein de l'UDPS, c'est que là, vraiment, l'état d'esprit, nous sommes au zénith. Nous attendions cela, nous nous sommes préparés en conséquence. Moi, d'ailleurs, avant d'entrer dans votre plateau ici pour passer l'émission, on venait de m'appeler parce qu'on me dérange déjà par les gens de ma base. Donc, j'ai des réunions tous ces jours ici. Et nous nous sommes préparés en ordre utile, non seulement pour rafler la mise cette année, mais aussi pour
à apporter une majorité satisfaisante, une majorité parlementaire satisfaisante et bien calibrée au chef de l'État. Comme ça, il aura le moyen de sa politique, il pourra mettre sa vision en marche et notre pays va décoller à partir de ce moment-là. Très bien. Alors, je pose encore cette question des élections. Alors, l'opposition aujourd'hui, qui semble ne pas être prête pour aller à ces élections, vous accuse, vous, de vouloir aller aux élections sans cette opposition-là. D'abord, par les recommandations de l'audit d'un cabinet hautement réputé. Alors, il semble que le fichier électoral n'est pas audité selon cette opposition-là. Nous avons suivi Martin Fayulu qui a réaffirmé sa position de ne pas se présenter aux élections à tous les niveaux. Alors, comment est-ce que les choses que vous avez décriées hier et que vous commencez à les appliquer aujourd'hui? Bon, je ne sais pas ce que nous avons décrié hier et que nous avons accepté. Élection transparente, apaisée. Hier, Félix Tshisekedi il avait dit que nous irons aux élections avec ou sans machine à voter. Mais Fayulu l'avait refusé. C'était à un mois seulement du vote qu'il s'est ressaisi. Donc, nous n'allons pas nous tromper dans cette distraction. Parce que nous avons déjà la guerre et nous voulons résoudre très rapidement le problème là de la guerre. Nous tirons notre légitimité, notre soubassement des élections. Donc c'est ça. Nous sommes de vrais compatriotes, de vrais Congolais. Nous voulons respecter. Nous sommes des hommes d'État, nous voulons respecter la Constitution. Qu'est-ce que... Mais il y a eu audit. Audit des amis. Non, pas. Sud-africains, Malawi. Martin Fayulu exige l'audit externe. Répété. Mais les paroles de Fayulu ne sont pas les paroles de l'Évangile. Quand il dit qu'il exige en qualité de qui? De l'opposant, de l'opposition, non de l'opposition qu'elle constitue aujourd'hui. Que cela soit ainsi. Mais il faut que les argumentaires qu'il avance soient fondés. Sur base de quoi? Donc, c'est que n'importe qui peut venir aujourd'hui débarquer à la CENI, demander à M. Kadima, moi, avant d'aller voter, j'aimerais que mon grand-père vienne d'abord auditer ce fichier électoral. Kadima va accepter, son grand-père viendra pour auditer la machine ou le fichier électoral. Dès que son grand-père dit « Ah non, c'est bon, allez, mon petit-fils, tu peux aller voter là, il y va. » Non, ça c'est du désordre. Monsieur André Souffré, que je pose la dernière question, je pense parce que le temps n'étant pas notre compagnon, on est obligé d'arrêter selon la file de conduite bien sûr du Roger Tchioui. Jadis, Martin Fayulu et la dynamique de l'opposition exigeaient à M. Kabila d'aller aux élections transparentes, crédibles et consorts. Je parle de l'ONIP, l'Office d'identification de la population. Le chef de l'État, bien sûr, Ité Mordecus, a livré une carte fiable d'identité à tout le peuple congolais. Ailleurs, on a eu à faire une émission avec les gens de l'ONIP. Ils ont bien dit que l'ONIP a aussi un impact sur les élections transparentes, crédibles et consorts. Aujourd'hui, l'ONIP n'a pas encore débuté avec l'identification de la population. Est-ce n'est pas une manœuvre pour le pouvoir de rétropédaler encore une fois les élections? Parce qu'apparemment, sans l'ONIP, on peut dire que les élections peuvent être bâclées. Non, parce que ça a été refusé en 2016 par Martin Fayulu ainsi que la dynamique de l'opposition. Sans l'ONIP, les élections ne seront pas bâclées. Mais néanmoins, l'ONIP vient faire le travail de l'identification de la population. On doit savoir qui est congolais, qui est étudiant congolais, qui est étranger, mais qui est étranger étudiant, qui est étranger commerçant, qui est qui et qui fait quoi. En ce moment-là, ça va permettre au gouvernement d'élaborer de bonnes politiques budgétaires, en termes par exemple de planification du budget, parce qu'on sait le nombre exact de la population, l'état civil, l'immigration et l'émigration. Ça, c'est l'ONIP, c'est à part. Ça vient aussi renforcer le service de sécurité des renseignements. Mais la CENI est là pour non seulement faire les travaux de quantification de personnes qui sont en âge de voter, mais pour organiser les élections. Donc pour vous, on conclut que l'ONIP n'a aucun impact sur les élections crédibles et transparentes dans notre pays. Je peux dire le tâche
les tâches, ça peut... Parce qu'ils travaillent en synergie avec le Oui, service, sur base, le par ministère exemple, de l'Intérieur et sécuritaire et la CENI et consorts. de base de données, par exemple, mais le travail de l'ONIP ne constitue en rien l'entrave au travail à l'organisation des élections. Non, ça n'en constitue pas d'entrave. Très bien. Donc l'ONIP peut même intervenir en 2024, après les élections, soit avant ou après. Donc ça n'a pas d'impact, c'est ça, c'est qu'on peut retenir. Si on organise cela en ce temps-là et qu'il y a une bonne organisation, ça va aller. Mais nous, d'abord, les élections. Très bien, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Quand bien même toutes les questions n'avaient pas été abordées compte tenu de notre temps, mais vous allez regarder votre caméra et lancer un dernier message. On termine par. Merci beaucoup d'abord pour m'avoir reçu une fois de plus sur votre plateau. Je tiens aussi à remercier, à saluer tous ceux qui sont en ce moment ici dans nos maisons en train de nous suivre. Et je rends vraiment d'un cœur émietté mes condoléances le plus attristées à la famille biologique de l'ancien ministre, du ministre honoraire Chéribien Okende, qui a perdu la vue. Aujourd'hui, ce matin, on a vu les images sur les réseaux sociaux de Twitter et j'en passe. C'est trop dur. Donc, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, un homme intelligent. Et bon, on ne sait pas qui est derrière cet acte ignoble. Est-ce que ce sont ses amis de l'opposition pour cacher de vérité? On ne sait pas. Là, je spécule. Et j'attire aussi l'attention de notre population, que ces derniers temps, de faire vraiment très attention. Aidez-nous à vous aider. C'est-à-dire, si vous connaissez que dans notre quartier, un tel, on voit un monsieur, une dame qui sort, qui a qui serait peut-être dans des pratiques de kidnapping, tout ça, il faut dénoncer. Ce n'est pas bien, chers jeunes. La vie n'est pas facile. Il ne faut pas accepter la vie facile. Même la Bible dit que l'homme doit manger à la sueur de son front. Quand l'Éternel dit cela, c'est-à-dire du bon travail. Là, vous allez tirer votre salaire. Donc, cette histoire-ci de kidnapping, ça fait très mal. On voit des jeunes qui ont de la force, mais qui s'adonnent dans des pratiques avilissantes. Eux, de trois, chers jeunes, c'est maintenant notre temps. C'est nous qui allons changer ce Congo. C'est nous qui allons développer ce pays. La jeunesse est l'avenir d'une nation. Moi, lorsque j'étais étudiant, je me donnais corps et âme. Parce que mon père me disait, mon fils, quand tu vas finir, tu vas diriger ce pays. Et je vois qu'il avait raison. J'ai fait mes études économiques, je suis allé au-delà, j'ai fait le master. Et c'est ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et je suis fier de moi-même. Parce que j'ai souffert, j'ai connu un parcours, je peux me taper la main sur la poitrine en disant que je suis à même de servir mon pays. Même comme président de la République. Mais je sais que notre candidat, c'est Félix Tshisekedi. Donc, le temps est arrivé pour nous, chers jeunes, de prendre la relève. Nous avons voté nos vieux, il y a 3 échéances électorales. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous? Rien du tout. Premier mandat en 2006. Nous avons eu la deuxième législature en 2018. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous? Ils ont clochardisé le peuple, sa souffrance a atteint son paroxysme, et ils vont revenir avec des discours soporifiques. Botelema, Bossani, non, on ne veut plus de ça. Chaque chose a son temps. Maintenant, c'est le temps de la jeunesse de prendre la relève. Réveillons-nous, soutenons-nous. Un jeune pense à la jeunesse. C'est le temps maintenant de jeunes d'assumer de grandes responsabilités. Comme moi, je suis candidat à la députation nationale dans la circonscription électorale de Mohamba. Donc, j'invite tous les jeunes de Mohamba à se ranger derrière moi. Je suis celui qu'on appelle l'homme de la philosophie du développement. Et ensemble, nous allons construire un nouveau Congo, notre beau pays. L'heure n'est pas à la campagne, M. André. Je pense que nous avons compris votre émotion. Merci d'accepter notre invitation. Je vous rappelle que vous êtes économiste et financier de formation. Vous êtes également politique au sein de la force défensive. Donc, je dirais un fils ou une fille de l'UDPS. Alors, le plaisir était pour nous de vous recevoir avec la grande équipe technique. Merci à Amour Bilolo qui nous a assisté aujourd'hui dans cette émission. Merci à la grande équipe technique. Je vois Nidabago qui était de l'autre côté de la vitrine, mais aussi les Déjimons qui nous aident derrière le
caméra sur ces plateaux multicolores des Peuples d'abord télévision. Merci à l'assistance du directeur des programmes qui vous suivez religieusement de l'autre côté de la régie, M. Fils Kazadi, mais aussi notre concert, je dirais Marlène Malela. Alors merci à tout le monde. On vous retrouve très prochainement avec d'autres visages. Au revoir.